Premier épisode de cette série de podcasts chez Math, édition spéciale championnat du monde. Vous pourrez nous retrouver à chaque jour de repos pendant toutes ces 2 semaines. On est avec Jérôme Houdin. Comment vas-tu, Jérôme ? Eh bien, plutôt pas mal, puisqu'il y a quand même un bel événement qui débute demain, donc ça donne envie. Ouais, demain, la première partie du choc Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi. Justement, pour ce premier épisode, on va un petit peu vous remettre dans le bain. On va revenir sur les 2 joueurs, sur comment va se passer le match et sur peut-être à la fin un petit pronostic, mais on verra, on en reparlera tout à l'heure. Donc la présentation du match, comment ça va se passer ? C'est quoi le règlement cette année ? Alors, on est sur un championnat du monde qui diffère un petit peu de celui de 2018, légèrement, puisque le championnat du monde va se dérouler cette année sur 14 parties et non pas sur 12, comme ça avait été le cas les années précédentes, en 2018 et en 2016. On est encore, par rapport à d'autres, à la tradition du championnat du monde, dans un format assez court, puisqu'on a eu souvent mais on verra ça dans d'autres podcasts à venir tout au long du championnat. Donc 14 parties, avec un départage, en cas d'égalité à l'issue de ces 14 parties. Le privilège du champion du monde qui gardait son titre lorsqu'il faisait match nul a été aboli en quelque sorte à partir de la réunification du championnat du monde des années 2006-2008. Donc maintenant c'est terminé, ça se jouera au départage, si ça doit se jouer au départage, comme ça avait été le cas en 2016 entre Magnus Carlsen et Sergei Karyakin, et la dernière fois en 2018 contre Fabiano Caruana, où là on avait eu, chose unique dans l'histoire du championnat du monde, 12 parties nulles d'affilée. Et ça s'était décidé aux parties rapides, mais cette année, ça peut aller jusqu'au Blitz et même jusqu'à l'Armageddon. Alors, le système est le même que la dernière fois, c'est-à-dire que les fois précédentes, ça aurait pu aller jusqu'au Blitz et à l'Armageddon. Il se trouve que Magnus, en particulier en 2018, dès la 3e partie, il menait déjà 3-0 sur 4 dans le cadre des départages, c'était terminé. Sans doute que cette fois-ci, le talent de Jan Nepomniachtchi en partie rapide pourrait changer les choses. Il y a autre chose à rajouter, les joueurs ne peuvent pas faire nul par consentement mutuel avant le 30e coup des Noirs. Bon, il y a tout de même la possibilité de faire une triple répétition. Voilà. Et si les joueurs veulent faire une triple répétition avant le 30e coup, ils sauront faire, il n'y a pas de problème. Alors, ça serait bien de revenir un petit peu sur le tournoi des candidats 2020, le cycle des candidats, voir comment ça s'est passé, parce que c'était assez particulier. Il a débuté le 15 mars, il devait se finir le 5 avril. Comme chacun le sait, il a été interrompu le 25 mars, seulement 10 jours après le début des festivités. Donc seulement 7 rondes jouées, on était à la moitié du tournoi en fait, exactement. Mais quand même, quand le tournoi débute en mars, la pandémie commence à être bien avancée. Dès le départ, tout le monde se pose des questions. La Russie avait déjà fermé ses frontières avec la Chine. Donc pour les joueurs, c'est assez compliqué. Par exemple, pour Dingleren, qui avait passé 2 mois enfermé chez lui. Ensuite, plus de 2 semaines de quarantaine à son arrivée en Russie. Il est clairement pas dans sa meilleure forme, alors que c'était tout de même un très bon candidat qui aurait pu viser la victoire. Ah, effectivement, Ding était numéro 3 mondial en mars 2020 quand débute ce cycle des candidats. Effectivement, lui, il a pris cher, comme on dit un peu familièrement, parce que il a effectivement confinement en Chine, confinement une fois arrivé à Sochi. Donc non, c'était des choses qui étaient assez Ekaterinbourg, pardon, qui étaient assez difficiles. On peut noter aussi que, d'une certaine manière, la pandémie a fait une autre victime, si on peut l'appeler comme ça, c'est Temur Radjabov, qui s'était qualifié pour cette finale des candidats à 8, et qui, lui, au vu de la situation sanitaire, a tout simplement décliné son invitation, ce qui a permis à notre Maxime Vachier-Lagrave national de pouvoir intégrer, puisque Maxime était première réserve dans tous les cas de figure, d'ailleurs. Il était le remplaçant idéal, et effectivement, ce qui lui a permis de formidablement faire une première partie, comme tu l'as dit, qui s'est interrompue et qui a été reprise 1 an plus tard. Donc là, c'est quand même un tournoi de 14 parties qui se déroule sur plus de 400 jours. Ça s'était jamais vu. Et ça posait un petit peu problème aussi, cette ambiance assez particulière. Ça
donné beaucoup de difficultés à beaucoup de joueurs qui pensaient beaucoup plus à la pandémie, à leur sécurité que au parti. Wang Hao, l'autre joueur chinois d'ailleurs, on peut en parler un petit peu, qui disait « Je n'ai pas de seconde avec moi car ils auraient été mis en quarantaine à leur arrivée en Chine et ils sont déjà en quarantaine depuis longtemps. Ça serait une torture pour eux s'ils devaient subir à nouveau cette procédure en Russie. » Effectivement, l'ambiance a été extrêmement particulière et se concentrer sur son jeu était un véritable exploit. Et d'ailleurs, pour Wang Hao, il a pris sa retraite professionnelle à l'issue de ce tournoi, disant que voilà, non, le stress ne lui était pas bénéfique et qu'on lui avait conseillé de prendre un peu de champ. Et effectivement, on a vu Ding, qui a pas fait une bonne première partie de tournoi, et puis les autres, à part notre challenger Yann Nepomniachtchi, qui lui a merveilleusement négocié toutes ces choses-là. En tout cas, au moment de l'interruption des candidats, MVL était en tête avec Yann Nepomniachtchi. Le tournoi a repris le 18 avril, toujours à Ekaterinbourg, et vous en aviez parlé dans le podcast chez Matt. Malheureusement, ça n'a pas été une réussite pour MVL, puisqu'il est arrivé que deuxième, à 0,5 points de Yann Nepomniachtchi. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui avec ce tournoi du championnat du monde qui va débuter entre Yann Nepomniachtchi et Magnus Carlsen. Ces deux joueurs qui se connaissent depuis assez longtemps, ils n'ont pas énormément joué entre eux, mais ils ont une histoire, ils se jouent depuis longtemps. Alors, ils ont tous les deux le même âge. Ils sont tous les deux des années 90, nés en 90, et ils se sont affrontés pour la première fois en partie lente en 2002 au championnat du monde des moins de 12 ans. Et c'est Yann Nepomniachtchi qui l'a emporté. Et qui l'a également emporté au championnat d'Europe de la même catégorie d'âge. Et effectivement, ils se sont joués assez peu souvent. Et Yann Nepomniachtchi a aujourd'hui, en partie classique, un ratio victoire-défaite avantageux face à Magnus Carlsen. Tous les joueurs du circuit ne peuvent pas en dire autant. Est-ce que c'est sa bête noire ? La première partie gagnée par Magnus, toute cadence confondue, c'était en 2016 contre Nepomniachtchi. Donc on peut se demander est-ce que Magnus pourrait avoir peur de lui ? Alors peur, sans doute pas, de la même manière que Yann ne doit sans doute pas nourrir une confiance irraisonnée. Il est vrai que Yann a plus souvent battu Magnus que l'inverse, qu'effectivement la statistique ne prend pas en compte les âges, donc quand on a 12 ans, 13 ans, c'est autre chose. Aujourd'hui, Magnus est numéro 1 mondial, il a un classement Elo à plus de 2850 points, Yann est un classement Elo à 2782, il est numéro 4 mondial, il y a quand même encore aujourd'hui un écart. Bête noire, on peut le dire d'une certaine manière, dans le sens où le style de Yann Nepomniachtchi est sans doute pas le style d'adversaire préféré de Magnus, et que c'est peut-être là-dessus que les choses peuvent jouer. Mais sur le papier, Carlsen est tout de même au-dessus. Dans une interview qu'il avait donnée au magazine américain New in Chess, qui est sorti à la fin du mois d'octobre, il dit que son plus gros avantage face à Nepo, c'est qu'il joue mieux aux échecs. Ben voilà, on a tout Magnus résumé, grande confiance en lui. Il est vrai qu'il est champion du monde depuis 2013. Il va s'asseoir pour la 5e fois à l'échiquier du championnat du monde. Ça donne de l'expérience, ça donne une maîtrise de l'événement. Il est numéro 1 mondial depuis 2010. Il a atteint le plus haut classement Elo en mai 2014 que personne n'ait jamais atteint, avec une cote à 2882. Oui, aujourd'hui, il y a un favori a priori et un challenger, mais je pense qu'il y aura match. On connaît bien le palmarès très impressionnant du champion du monde, un petit peu moins celui de Yann Nepomniachtchi, du joueur russe. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment il est monté, comment il est devenu aussi fort ? Alors Yann Nepomniachtchi, comme on l'a dit, dès l'âge de 10-12 ans, fait partie des meilleurs de sa catégorie d'âge, en même temps que Magnus, et MVL d'ailleurs, qui sont tous les trois des joueurs de 90. Ensuite, la progression a été un petit peu moins fulgurante, puisque Magnus devient grand maître à 13 ans, Yann à 16-17, mais bon, ceci dit, c'est des choses comme ça. Nepomniachtchi n'a pas d'énormes victoires à son palmarès, mais bon, le trophée Aéroflot, c'est quand même évidemment un palmarès assez fourni, mais qui n'a pas il n'a jamais été champion du monde de partie rapide, il n'y a pas eu de choses comme ça.
faut dire qu'il a un caractère assez bien trempé, le garçon, puisque Yevgeny Barayev racontait dans une interview au site Chess Pro que Ian Nepomniachtchi avait été viré d'une des écoles d'échecs qu'il dirigeait parce qu'il avait tout simplement balancé ses baskets sur l'entraîneur. Donc à l'âge de 15 ans, c'est vous dire le caractère du bonhomme. C'est pas forcément un désavantage quand on dispute un championnat du monde. Bon, on a l'impression qu'il s'est un petit peu calmé récemment. On a l'image de lui comme un joueur très posé, très calme. Il a peut-être fait un travail là-dessus. Alors a priori oui, parce que Nepomniachtchi peut battre à peu près n'importe qui et peut se faire battre par à peu près n'importe qui. C'est en tout cas ce qui se dit. La problématique de Ian Nepomniachtchi, c'est qu'il n'est, semble-t-il, on verra comment sa préparation personnelle et mentale l'a amené à progresser sur ce point, il est capable de faire une gaffe et de lâcher l'affaire assez rapidement. C'est aussi quelqu'un qui a un peu l'habitude de jouer très rapidement. Alors ça peut mettre la pression autant sur l'adversaire et c'est une bonne chose. Évidemment, il y a peut-être des moments où il faut pouvoir prendre le temps de bien regarder la position. En tout cas, si on en croit les dernières photos, il a l'air plutôt affûté, plutôt amaigri. On sent qu'il a pris la chose au sérieux et qu'il a travaillé ne serait-ce que l'aspect physique de la préparation d'un tel événement. La préparation échiquienne, on saura ça dès demain quand les Noirs appuieront sur la pendule. On espère voir des ouvertures qui changent un peu de ce qu'on connaît. On espère peut-être ne pas retrouver la même chose qu'en 2018 avec des Sveshnikov à répétition qui donnaient pas forcément grand-chose et donnaient surtout beaucoup de nuls. Après, il faut voir, on a l'avantage avec Magnus d'avoir un joueur qui a un répertoire assez universel. Magnus, il peut ouvrir sur E4, sur D4, sur C4, sur cavalier F3, il peut même nous sortir des étrangetés. Sachant que Magnus Carlsen, son style, c'est pas forcément de prendre l'avantage dans l'ouverture et de travailler, il le dit lui-même, je suis pas un énorme travailleur en termes de préparation, enfin il travaille beaucoup, mais c'est pas tellement la préparation des ouvertures sur lequel il met l'essentiel de son effort. Lui, c'est le milieu de partie, et quand il dit, j'ai juste un avantage, c'est que je joue mieux aux échecs, c'est à ce moment-là que ça se révèle. Yann, on a un joueur qui est plutôt un joueur de E4, qui cherche le dynamisme, qui cherche, lui, à prendre l'ascendant dans l'ouverture. Donc le différentiel de style peut être intéressant à voir. En tout cas, on risque d'avoir une opposition de style et Ian Nepomniachtchi n'est pas à l'abri de nous sortir des choses plutôt rarissimes en championnat du monde. Espérons-le en tout cas. En tout cas, le style de Kasparov... le style de Magnus Carlsen, qui est très solide. Kasparov qui avait déclaré en 2013 que Carlsen est une combinaison de Karpov et de Fischer. Il obtient ses positions et ensuite ne lâche jamais cette morsure de bulldog épuisant pour ses adversaires. Ça, effectivement, tous les gens qui ont vu et qui ont joué contre Magnus, quand il s'assoit devant l'échiquier, il est prêt à jouer 7 heures de jeu sans aucune difficulté. Il a une vraie force physique qui, sans doute... est un avantage indéniable. Il a une endurance physique et corporelle et de concentration qui est rarissime et évidemment qui est bien adaptée au fait d'être champion du monde. Donc là, le moindre petit avantage, il peut jouer avec pendant des heures et des dizaines de coups jusqu'à ce que la faille devienne une brèche et qu'il l'emporte. Et d'ailleurs, si on se souvient de la première partie en 2018 contre Fabiano Caruana, qui se termine par une nulle, elle dure presque 7 heures. Donc on dit, oui, certes, c'est dommage, il y a eu 12 parties nulles. On n'a pas eu de la nulle de salon, comme on dit aux échecs, et c'est pas pour rien que d'aucuns prétendent, mais peut-être tu vas nous éclairer sur ce point, que Magnus Carlsen est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. En tout cas, c'est ce que montre une étude française qui a été faite en 2017 par Jean-Marc Alliot. Jean-Marc Alliot, c'est un chercheur en intelligence artificielle et il montre que presque toujours les champions du monde sont meilleurs que leurs prédécesseurs. Donc ça s'applique aussi à Magnus Carlsen. Alors comment il a calculé ça ? Il a comparé la précision des mouvements des joueurs avec ceux faits par Stockfish qu'ils avaient mis sur un supercalculateur. Et à partir de ces résultats, ils ont fait des prédictions où on fait jouer artificiellement les champions du monde entre eux. Donc on peut avoir Magnus contre Fischer, Kasparov contre Tal. Et pour Magnus, on se rend compte qu'il ressortirait gagnant face à absolument tous les autres joueurs. Et donc, déjà très impressionnant, ça ferait effectivement, selon en tout cas les sciences, le meilleur joueur de l'histoire.
Et il y a autre chose à noter, c'est que les résultats des matchs hypothétiques étaient très proches de ceux qui avaient été effectivement joués entre deux joueurs, donc on a une assez bonne fiabilité. Et d'ailleurs, une petite note là-dessus, on peut rajouter que la petite exception à la règle, c'est Fischer, qui ne suit pas forcément cette règle du temps dans laquelle les nouveaux joueurs sont forcément meilleurs que les anciens. Alors il est vrai aussi que chaque champion du monde se nourrit d'une sorte de culture générale échiquéenne précédente, et que sans doute le niveau moyen des joueurs a aujourd'hui augmenté. C'est-à-dire que un petit joueur comme moi et un meilleur joueur comme toi, on peut profiter de trouvailles trouvées dans l'ouverture par des champions et sans avoir à les découvrir sur l'échiquier. On sait que tel coup n'est pas à jouer ou que telle suite est plutôt favorable. Voilà. Mais effectivement, Levon Aronian disait aussi que Magnus Carlsen, son arme principale, c'est le sang-froid et le fait qu'une erreur en cours de partie ne semble pas l'atteindre. C'est-à-dire que manifestement, c'est quelqu'un qui a la capacité à tout de suite, bon ok, là c'est une imprécision, ça va pas, je vais pas me lamenter sur mon sort, c'est sur l'échiquier, c'est ici et maintenant. Et effectivement, Magnus Carlsen joue vraiment aux échecs ici et maintenant. Il faut le battre sur l'échiquier, et comme on dit, il faut le battre une fois dans l'ouverture, une fois au milieu de jeu, une fois en finale. Donc, en tout état de cause, c'est bien évidemment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des échecs. Après, la comparaison avec Steinitz, Lasker, Capablanca, Fischer, je laisse à Monsieur Alliot et à ses algorithmes ses choix. On a fait un petit récap pour l'instant des capacités des deux joueurs. Est-ce que c'est possible de faire des pronostics ? Alors c'est toujours possible de faire des pronostics. La question, c'est ce qu'on a envie d'en faire. En tout cas, moi, je m'y risquerai pas. Parce que, mais de la même manière, je m'y serais pas risqué en 2018 parce que Fabi Caruana était vraiment aussi un adversaire de très très haut niveau. On avait le numéro 1 et le numéro 2 mondial à la table du championnat du monde, donc évidemment le pronostic était serré, on a vu ce que ça a donné. Là, on peut avoir des surprises parce que Magnus Carlsen s'approche lui aussi, le déclin, le terme est sans doute trop fort, mais champion du monde depuis 2013, à un moment, il va bien falloir que ça s'arrête. À une interview, on demandait à Magnus Carlsen quel était le meilleur joueur de tous les temps. Il a dit « moi, il y a 10 ans ». Donc il est lui-même assez conscient que et quand on regarde sa courbe Elo, par exemple, c'est en 2014 qu'il est à 2882. C'est pas la semaine dernière. Donc sans doute peut-être qu'il y a une forme de lassitude, quoique ça n'a pas l'air d'être le genre du personnage. Et puis Nepomniachtchi, comme on dit, il n'a rien à perdre. De toute manière, s'il est champion du monde, il rentrera dans l'histoire. Il sera champion du monde pour un an, puisqu'on remet ça dans un an en novembre 2022. Moi, ce que je souhaite profondément pour les échecs, pour les fans, pour la médiatisation de ce sport, c'est vraiment qu'on ait affaire à un match. Parce que, très franchement, si on retourne pour la troisième fois consécutive au départage, et plus encore au Blitz, et j'ose même pas y penser à l'Armageddon. Non, on peut pas. Déjà, une finale de Coupe du Monde de football au penalty, ça reste dans l'histoire pour les supporters, mais c'est quand même pas l'idéal. Espérons qu'on ait match, espérons qu'on ait de nombreuses victoires, de nombreuses défaites, que pendant 14 parties, vraiment, on ait affaire à des échecs flamboyants. En tout cas, mon pronostic, si j'en ai un, il faut que ça joue, quoi. Ouais, on peut espérer dès le début, voire même dès demain, une partie décisive, peut-être de Nepo, qui forcerait Magnus à jouer. Ça serait une bonne chose, mais ça, c'est dans la main des joueurs et on sera les premiers spectateurs à découvrir ce qu'ils ont choisi de faire comme stratégie tout au long, parce qu'il y a quand même 3 semaines. Il faut savoir qu'ils jouent 3 jours, ils se reposent une journée, ils rejouent 2 parties, se reposent une journée. Donc il y a quand même beaucoup de moments de repos, pas forcément trop, mais beaucoup en tout cas. Donc l'aspect physique, il n'y a jamais que 3 parties d'affilée à jouer. Donc on peut se refaire le moral si ça va pas bien, on peut se préparer et maintenant avec les ordinateurs, quelques heures suffisent éventuellement à aller démonter une variante ou en trouver des nouvelles. On va voir ça, mais en tout cas on a une belle opposition de style et de caractère qui se présente et ça peut être assez spectaculaire. Ouais, on a hâte de voir ça dans les jours prochains. En attendant, on va vous dire qu'on se retrouve le 29 novembre à la prochaine journée de repos et ce sera un épisode où on parlera plutôt de l'histoire des champions du monde, qui ils étaient, comment sont passées les rencontres entre les autres champions du monde et on espère que ça vous plaira. On l'espère fortement. À très bientôt. À bientôt.